Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ 400 000 abonnés et je suis très heureux que cette FAQ ait lieu aujourd'hui, c'est-à-dire au moment de la rentrée, parce que ça va me permettre de faire un petit point sur les moments forts de l'année passée et également de vous informer des projets pour l'année qui vient. Alors avant de commencer à répondre à vos questions, et elles ont été nombreuses et vous avez été particulièrement inspirés, je vais commencer par faire quelques annonces rapides. La première chose, c'est que je vous invite à me rejoindre en masse sur Instagram. C'est le réseau social sur lequel je serai le plus actif cette année. Je ne suis pas un utilisateur forcené des réseaux sociaux, mais si vous voulez être tenu au courant de mon actualité, si vous voulez savoir quels seront les thèmes de mes prochains épisodes, eh bien je ne peux que vous encourager à vous abonner à ma page Instagram. Deuxième annonce, pour ceux qui l'ignoreraient encore, je vous invite à me rejoindre sur ma page Patreon. Patreon, c'est un site qui vous permet de rémunérer vos créateurs de contenu, vos artistes préférés. Et contrairement à Tipeee, Patreon, ce n'est pas simplement un site qui vous permet de faire un don à votre créateur, c'est surtout un site qui vous permet de bénéficier de son contenu exclusif, de son contenu inédit. Et il se trouve que sur ma page Patreon, je fais au minimum 2 publications par semaine. Publications qui peuvent être soit liées à mon actualité, aux coulisses de mon travail, mais j'y publie aussi des épisodes inédits, par exemple les capsules concept, qui sont des épisodes en format court que je propose sur ma page Patreon, et dans lesquels je vais développer, je vais expliciter le sens d'un concept philosophique. Je propose également les épisodes retour dans lesquels je reviens sur le dernier épisode que j'ai publié sur ma chaîne. Et donc pour toutes ces raisons, si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez m'encourager à poursuivre mon travail, eh bien je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur ma page Patreon. Et enfin, dernière annonce qui va, je pense, réjouir un grand nombre d'entre vous, c'est qu'à partir du mois d'octobre, du 14 octobre pour être précis, je lance les cours collectifs en visioconférence. Ça faisait longtemps qu'une grande partie d'entre vous me demandait de proposer des cours de philosophie en visio. Eh bien, à partir du mois d'octobre, ce sera désormais possible. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur les cours de philosophie que je vais proposer, je vous invite à aller consulter mon site internet www.le-précepteur.fr parce que c'est là que j'annoncerai au fur et à mesure les thématiques des cours de philosophie que je propose. Et donc, si le thème du cours vous intéresse et que vous avez envie d'y participer, eh bien, il vous suffira de cliquer sur le bouton « S'inscrire au cours », de suivre la procédure d'inscription et vous recevrez un mail qui contiendra toutes les informations. J'en profite d'ailleurs pour signaler que si vous vous inscrivez via Patreon, vous pourrez bénéficier, en plus du cours, de tous les avantages que je propose sur cette page Patreon. Donc, je vous mets tous les liens dans la description, je vous laisse regarder ça, et je vous annonce d'ores et déjà que les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Voilà, j'en ai terminé avec les annonces. On va maintenant pouvoir passer aux réponses à vos questions. Donc évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions qui m'ont été envoyées, mais si vous voulez tenter votre chance la prochaine fois, abonnez-vous à ma page Instagram puisque c'est là que j'annoncerai la prochaine FAQ. Donc on y va, c'est parti. Première question. Pourquoi le précepteur ? Alors, il faut savoir que initialement, la chaîne Le Précepteur n'avait pas vocation à être une chaîne de philosophie, mais ça devait être une chaîne de pédagogie ou à la limite de philosophie de la connaissance. Et c'est suite à de très nombreuses demandes de votre part de réimporter mes formats audio, mes audios philosophiques depuis mon ancienne chaîne, c'est suite à ces très nombreuses demandes que la chaîne Le Précepteur est devenue une chaîne de philosophie. Alors, le nom précepteur, qui signifie éducateur, qui signifie instructeur, j'ai choisi ce nom tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais encore professeur particulier et je venais de passer une formation qui s'intitulait formation précepteur, qui permettait de valoriser le métier de professeur particulier, puisque c'est un métier qui n'est pas officiellement reconnu, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'études qui conduisent au métier de professeur particulier. C'est pour ça que très souvent, les parents d'élèves pensent que les professeurs particuliers sont soit des étudiants, soit des professeurs à la retraite. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, professeur particulier, c'est un métier à part entière, c'est un métier que l'on peut occuper à plein temps. Et donc, cette formation précepteur que j'ai passée, elle a pour but de donner des compétences, de donner des qualifications qu'on n'acquiert pas forcément durant nos études et qu'on n'acquiert pas non plus forcément par la seule pratique du métier de professeur particulier.
C'est-à-dire qu'il y a dans ce métier de précepteur, de professeur particulier, des composantes psychologiques, des composantes pédagogiques, ce que j'appellerais des métacompétences, c'est-à-dire des compétences qui ne sont pas directement liées à la matière qu'on enseigne. Parce qu'on peut être très performant dans la matière qu'on enseigne, on peut avoir énormément de connaissances, on peut avoir un niveau de spécialisation extrêmement pointu, et pour autant être une bille en pédagogie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses dans un domaine qu'on est apte à les transmettre, qu'on est apte à se faire comprendre par nos élèves, ou qu'on est apte à gérer les situations difficiles avec nos élèves ou avec nos parents d'élèves. Donc cette formation de précepteur, elle m'a été extrêmement utile dans l'exercice de mon métier de professeur particulier, et c'est de là que ma chaîne YouTube tire son nom. Question suivante. Quel est ton quotidien de vidéaste en philosophie? Alors mon quotidien de vidéaste, il est finalement assez banal. Je me lève le matin, je prends un petit déjeuner, je vais courir pendant 45 minutes, ensuite je fais 1h30 à 2h de sport, et je consacre mon après-midi et ma soirée à travailler. Mon travail, il consiste à lire, à écrire. J'écoute beaucoup de vieilles émissions de radio ou de podcasts de philosophie. Donc le plus souvent, mes lectures, ce sont des textes que j'ai déjà lus il y a fort longtemps et que je me remémore, que j'essaie de rafraîchir dans ma mémoire pour pouvoir préparer l'épisode en cours. Ça m'arrive également très fréquemment de lire de nouveaux textes, c'est-à-dire d'essayer un petit peu de renouveler le champ de ma réflexion. Et donc j'ai finalement un quotidien assez régulier, assez organisé, qui se divise entre pratiques sportives et pratiques philosophiques. Et ce que j'apprécie beaucoup dans mon quotidien, c'est que finalement, même si c'est une organisation routinière, le contenu de mes journées n'est pas routinier parce que je ne fais jamais la même chose. Je travaille sur des auteurs différents, je travaille sur des époques ou sur des thématiques différentes, ce qui fait que je suis vacciné contre l'ennui, puisque ne faisant jamais exactement la même chose, ne travaillant jamais sur les mêmes auteurs ou sur les mêmes thématiques, je n'ai pas cette sensation d'essoufflement, de lassitude ou de répétition. J'ai finalement ce privilège nietzschéen de l'éternel retour, c'est-à-dire ce privilège de pouvoir désirer que la vie que je mène puisse se répéter indéfiniment. Question suivante. Arrives-tu à garder les pieds sur terre avec le succès que tu rencontres ? Alors, Laurent, le succès que je rencontre, il est extrêmement relatif. Je ne suis pas célèbre au point de me faire harceler dans la rue ou au point que les gens me reconnaissent à chaque fois que je vais faire mes courses ou que j'achète ma baguette. Il m'arrive d'être reconnu peut-être, je dirais en moyenne une fois par mois. C'est souvent dans les bars d'ailleurs que je me fais reconnaître, dans les bars en fin de soirée, lorsque je suis disposé à tout, sauf à parler de philosophie. Donc garder les pieds sur terre, c'est vraiment pas quelque chose de difficile pour moi, d'autant que quand je ferme l'ordinateur et que je mets mon téléphone en silencieux, ce qui est le cas à peu près 23 heures sur 24, eh bien je ne suis même pas au courant moi-même que je suis youtubeur. Question suivante. Quel livre recommanderais-tu pour découvrir la philo à quelqu'un qui n'y connaît rien ? Alors, Mom, I'm Fine, que je vous invite à découvrir sur Instagram, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, et ma réponse, c'est que si tu cherches un premier contact avec la philosophie, mais que tu ne sais pas par quel livre commencer, j'ai écrit un livre spécialement conçu pour les débutants, qui s'appelle Tous philosophes, point d'interrogation, et que tu trouveras en libre téléchargement sur mon site internet, le lien est dans la description. Question suivante. Bonsoir, comptez-vous faire de nouveaux entretiens avec des philosophes contemporains ? Alors oui, Victor, je compte bien faire des entretiens avec des philosophes contemporains. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que ça en est encore au stade du projet, ce n'est pas encore totalement concrétisé et je n'aime pas m'avancer sur ce qui n'est pas encore fait. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que dans les semaines et les mois qui arrivent, je publierai sur ma chaîne des entretiens avec des philosophes contemporains. Question suivante. Pourquoi faites-vous de la vulgarisation de philosophie ? Pour racheter mes péchés. Y a-t-il des podcasts que tu aimerais faire, mais la somme de travail étant trop grande, tu les repousses à chaque fois? Alors, mon cher Jeff, on peut dire les choses comme ça. En fait, c'est encore plus simple. C'est juste que j'ai une longue liste de thèmes, d'auteurs, de concepts que j'aimerais traiter sur ma chaîne, mais simplement comme je travaille tout seul et que je tiens à continuer de travailler tout seul, eh bien, je suis parfois obligé de prioriser. Je suis parfois obligé de mettre de côté des thèmes d'épisodes que je souhaiterais aborder. Donc ça m'arrive effectivement de repousser des sujets de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Mais étant donné que mon travail s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit sur du long terme,
je ne me sens pas pressurisé, je ne me sens pas dans l'obligation d'avoir une productivité à tout crin. Je prends mon temps. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'annonce que je vais faire une FAQ, j'ai énormément de personnes qui me demandent « Est-ce que tu peux parler de tel auteur? Est-ce que tu peux parler de tel concept ou de tel livre ?» Sachez que je note toutes vos suggestions, mais que pour certains sujets, il va falloir faire preuve de patience. Question suivante. La philosophie est-elle plutôt scientifique ou littéraire? C'est une très bonne question, d'autant que, intuitivement, on pourrait croire que la philosophie est une discipline littéraire, alors qu'en réalité, elle n'est pas plus littéraire que scientifique, ou en tout cas, la philosophie est une discipline d'apparence littéraire, mais méthodologiquement scientifique. C'est-à-dire que pour faire de la philosophie, il suffit pas de gratter du papier en notant tout ce qui nous passe par la tête. Faire de la philosophie, ça suppose une rigueur méthodologique, ça suppose d'articuler des idées entre elles selon des relations logiques. C'est d'ailleurs le principe de la dissertation de philosophie. Thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire qu'une réflexion, il faut qu'elle soit organisée, structurée. Une réflexion totalement décousue dans laquelle on se contente simplement d'aligner des intuitions ou d'aligner des aphorismes totalement déliés les uns des autres, ça ne produit pas une pensée. Ça peut produire de bonnes idées, ça peut produire des petites phrases extrêmement pénétrantes ou extrêmement profondes, mais ça ne produit pas ce qu'on appelle une pensée philosophique. La différence avec la science, c'est que en philosophie, les liens logiques entre les idées ne sont pas forcément explicites, ne sont pas forcément apparents, et que c'est aussi ça le travail du philosophe que d'être un narrateur intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui va proposer un fil conducteur de la pensée qui ne sera pas forcément visible. Et c'est le fait que la structure logique d'une pensée philosophique ne soit pas forcément explicite qui peut donner l'impression que c'est une discipline littéraire, alors qu'à mon sens, c'est une discipline qui se situe à l'intersection entre la science et la littérature. Aristote disait que la philosophie était la mère de toutes les sciences, la mère de tous les savoirs. Alors c'est une définition un petit peu prétentieuse de la philosophie, la mère de toutes les sciences, mais je partage la prétention d'Aristote qui est de considérer que la philosophie a le devoir de prendre de la hauteur, ou en tout cas de prendre du recul par rapport aux autres disciplines, par rapport aux autres domaines de la connaissance. Question suivante. Selon toi, combien de fois faut-il lire un texte afin de l'avoir vraiment lu? Alors, merci pour ta question, Antonino, qui est une question très intéressante, justement parce que souvent, on a l'impression que lire un texte une fois, ça suffit pour dire qu'on le connaît, ou ça suffit pour dire qu'on l'aurait compris. Non, il ne suffit pas d'avoir lu un texte philosophique une fois pour l'avoir lu, il ne suffit pas de l'avoir lu une fois pour l'avoir compris, tout simplement parce que quand on lit un texte philosophique, on lit ce qu'un auteur a écrit pour tenter de nous partager sa pensée. Or, la manière dont un auteur écrit son texte, le choix du vocabulaire, la construction des phrases, l'utilisation de procédés rhétoriques, tout ça, ça va forcément influencer notre perception et notre interprétation du texte. Et donc, pour peu que vous ne sachiez pas selon quelle définition et dans quel sens tel auteur emploie tel mot, ça va forcément créer des incompréhensions. Parce qu'on est tous habitués à la définition d'un mot selon l'usage courant, mais on n'est pas forcément habitué à la définition d'un mot selon l'usage de tel auteur. Donc, quand Nietzsche, par exemple, parle du nihilisme, il ne parle pas du nihilisme selon la définition du dictionnaire. Il ne parle pas du nihilisme comme d'une attitude qui consiste à rejeter toute croyance. Au contraire, pour Nietzsche, le nihilisme, c'est justement le fait de s'accrocher à des croyances métaphysiques, à des illusions métaphysiques qui ne reposent sur rien. Donc si vous lisez un livre de Nietzsche en croyant connaître la définition du mot nihilisme parce que vous l'avez lu dans un dictionnaire ou parce que vous l'avez lu sur Wikipédia, sachez que vous n'êtes pas prêt à comprendre Nietzsche. Parce qu'à l'époque de Nietzsche, il n'y avait pas Wikipédia et que le sens d'un mot, c'était pas simplement le sens que l'on trouve dans le dictionnaire. Et ça, c'est uniquement pour la question du vocabulaire, mais à la limite, on pourrait dire, bon bah très bien, une fois qu'on a compris le sens d'un mot pour tel auteur, on peut comprendre son texte. Oui, sauf qu'il y a d'autres problèmes. Il y a le problème de la polystratification d'un texte. La polystratification d'un texte, ça veut dire que lorsque vous lisez un texte et que vous croyez en avoir compris le sens, eh bien en fait, vous n'avez pas vu qu'il y avait d'autres sens derrière ce sens initial. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs de l'Antiquité, par exemple chez Platon, où quand vous allez lire l'allégorie de la caverne,
eh bien vous allez avoir plusieurs strates, plusieurs couches de signification. Et donc si vous avez une lecture ultra littéraliste de l'allégorie de la caverne, vous n'allez pas comprendre le sens de l'allégorie de la caverne. Et ça, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir résoudre en relisant simplement votre texte une fois ou deux. C'est quelque chose qui va travailler à l'intérieur de vous pendant des mois, pendant des années. Et un jour, vous allez reprendre ce texte et vous allez vous dire, je comprends qu'il y a dans ce texte quelque chose que je n'avais pas perçu. Je comprends qu'il y a une strate de signification, qu'il y a une couche de sens qui m'était jusqu'alors restée invisible. Et c'est ça qui fait que la philosophie, c'est une herméneutique, c'est-à-dire une science de l'interprétation. Et l'interprétation, ce n'est pas quelque chose de subjectif. L'interprétation repose sur des éléments objectifs, mais ça suppose un travail de la subjectivité pour faire en sorte que ce qui a un sens d'un point de vue littéral acquiert un sens d'un point de vue symbolique. Voilà pour cette réponse. Question suivante. Se consacrer à la philosophie quand on est jeune, est-ce une mauvaise idée? Non, ce n'est pas une mauvaise idée, au contraire. Je fais partie de ceux qui prônent l'enseignement de la philosophie dès l'école primaire. En revanche, il est vrai que lorsqu'on est jeune, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour faire de la philosophie parce que la philosophie, ça reste une discipline liée à l'abstraction. Abstraction au sens étymologique de ce qu'on abstrait, de ce qu'on extrait des choses. Et le plus souvent, l'esprit humain est disposé à l'abstraction à partir d'un certain âge, à partir d'une certaine expérience. C'est-à-dire que si on suit un peu l'évolution de l'esprit depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on s'aperçoit qu'au départ, l'enfant est très porté sur la connaissance sensorielle. C'est pour ça que si vous avez des enfants autour de vous, vous vous apercevez qu'ils aiment bien toucher, qu'ils aiment bien regarder, qu'ils aiment bien jeter des objets par terre pour voir le son que ça produit. Un enfant qui touche à plein d'objets, qui les jette ou qui les lance contre le mur, c'est un enfant qui expérimente les propriétés sensibles des objets autour de lui. Ensuite, lorsque l'enfant grandit, qu'il arrive à l'adolescence, il va développer une sensibilité, il va développer des affects. On entre alors dans la connaissance émotionnelle, et les problématiques des adolescents d'ailleurs sont souvent des problématiques de nature affective, de nature sentimentale. Et c'est seulement une fois qu'on arrive à l'âge adulte, qu'on a accumulé suffisamment d'expérience pour pouvoir en tirer des enseignements par la méthode de l'induction et de la généralisation, qu'à ce moment-là, l'esprit est prêt à manipuler des abstractions, c'est-à-dire à manipuler des concepts. Et donc je comprends très bien qu'un adolescent, lorsqu'il entre en terminale, n'est pas forcément un grand engouement pour la philosophie, qu'ils se disent que ça n'a pas d'utilité parce que tout simplement ça ne répond pas à ces problématiques d'adolescents. Donc je ne dirais pas que c'est une mauvaise idée de se consacrer à la philosophie quand on est jeune, au contraire. En revanche, je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir forcer, de vouloir obliger des jeunes à s'intéresser à la philosophie si l'heure n'est pas encore venue pour eux. Question suivante. Comment étais-tu au lycée? Alors au lycée, j'étais un petit con et un petit con prétentieux, c'est-à-dire que j'étais persuadé d'être plus intelligent que tout le monde, je me croyais un peu plus malin que les autres et j'avais le désir de le montrer, un petit peu comme Will Hunting, le personnage joué par Matt Damon dans le film avec Robin Williams. Et d'ailleurs, je me souviens que mon premier devoir de philosophie que j'ai rendu à l'époque portait sur la question « Peut-on définir l'homme par la conscience ?» Et je m'étais amusé pendant toute une partie de ma dissertation à expliquer que on ne pouvait pas définir l'homme, qu'on ne pouvait pas le définir par quoi que ce soit, précisément parce que la nature de l'homme, c'est d'être en constante évolution et de ne jamais être identique à soi-même. Et donc la conclusion de ma dissertation, c'était de dire, puisqu'on ne peut pas définir l'homme, eh bien on ne peut pas le définir par la conscience. Ça m'avait valu une note assez correcte, mais je me souviens du commentaire que m'avait laissé mon prof de philosophie, il m'avait dit « La modestie sied aux philosophes ». Donc c'était une manière assez diplomatique de me traiter de petit con prétentieux. Il avait raison, et cet épisode de ma vie me rappelle à quel point moins on en sait, et plus on croit en savoir. Question suivante. Quel est l'événement, la pensée ou l'idée qui t'a amené vers la philosophie et t'a poussé à l'enseigner? Alors il n'y a pas vraiment d'événement à proprement parler, on va dire que lorsque je suis rentré en terminale et que j'ai commencé la philosophie, je savais avant même de commencer que c'était une discipline qui allait me plaire, qui allait m'intéresser, parce que je faisais partie, bien justement, de cette rare catégorie d'adolescents qui s'intéressaient beaucoup aux idées et aux concepts, même si j'avais une approche pour le moins approximative des concepts à l'époque. Par contre, je me souviens très nettement que déjà à 16 ou 17 ans,
j'étais convaincu que la dualité entre raison et passion n'était pas une vraie dualité, ou plutôt que tout ce que l'on croit être motivé par la raison l'est en réalité par la passion. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix de la raison relève d'une motivation qui n'est pas la raison elle-même. Qu'est-ce qui fait que vous allez préférer la raison à la passion? C'est une passion. C'est la passion qui vous conduit à préférer la raison parce que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du démontrable ou de l'explicable qui vous fait préférer la raison. Et ça, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais adolescent, que je croyais être une idée absolument révolutionnaire et qui allait complètement bouleverser la face du monde. Et c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui d'alimenter ma réflexion, parce que dès que j'entends quelqu'un me dire qu'il est totalement détaché de ses affects et qu'il voit les choses de manière rationnelle ou objective, je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette personne est sous l'emprise d'une croyance et sous l'emprise d'un désir de croire qu'elle peut se détacher de ses affects et de ses émotions pour accéder à un point de vue omniscient. Nous sommes tous des points de vue sur le monde. On ne peut pas atteindre la neutralité, on ne peut pas atteindre l'objectivité. En revanche, on peut essayer d'être honnête. Et essayer d'être honnête, ça veut dire comprendre que notre point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres et que toute personne a de bonnes raisons de croire ce qu'elle croit. À chaque fois que vous pensez qu'une personne a de mauvaises raisons de croire ce qu'elle croit, c'est que c'est vous qui êtes dans l'incompréhension des ressorts véritables de la croyance. La croyance, c'est le fruit d'une expérience de vie, c'est le fruit d'un historique de causes et d'effets qui nous a conduit à croire ce que l'on croit et à ne pas pouvoir être convaincu du contraire en 3 lignes. Vous ne convaincrez jamais quelqu'un que ce qu'il a mis 20 ans, 30 ans ou 40 ans à penser est faux. Vous ne pourrez pas le convaincre, tout au plus pourrez-vous l'encourager à envisager d'autres points de vue. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà phénoménal. Parce que si vous regardez bien, c'est extrêmement rare que l'on se demande pourquoi cette personne pense ce qu'elle pense. La plupart du temps, on se demande qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne pour lui prouver qu'elle a tort. Sous-entendu, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour lui prouver que c'est moi qui ai raison. Donc c'est souvent par ego que l'on cherche à démontrer que l'on a raison à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se croit investi d'une mission métaphysique, on va enfiler sa cape de justicier de la vérité, on se sent appartenir à la brigade de la vérité, à la patrouille de l'exactitude, et on intervient sur les lieux du crime, les lieux de l'irrationnel, les lieux de la croyance, les lieux de la superstition ou de la fake news, pour rétablir la vérité, pour planter le drapeau de la vérité. Tout ça me semble extrêmement problématique parce qu'à aucun moment, on ne cherche à comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense. On considère la conscience de l'autre comme une conscience asservie, comme une conscience aliénée, sans se poser la question de son propre asservissement et de sa propre aliénation. Et ça, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très délétère pour la pensée philosophique. Question suivante. D'où vient cet amour de la philosophie? Du ciel des idées. Doit-on toujours remettre en cause nos idées philosophiques? Je dirais que si ton objectif est d'accéder à ce que les philosophes appellent la vérité, tu ne peux pas y échapper. Tu es obligé de remettre toujours en cause ce que tu crois être vrai. Et sauf qu'au bout d'un moment, il faut bien avancer et on ne peut pas toujours stagner, on ne peut pas toujours faire du surplace au niveau de sa réflexion philosophique. Il faut avancer. Et donc pour avancer, il faut bien à un moment donné considérer les choses comme acquises. On ne peut pas fonctionner indéfiniment sur de l'instable et du précaire. Et là, on en revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le meilleur moyen d'avancer dans sa connaissance ou dans sa réflexion philosophique, c'est de considérer chaque contradiction ou chaque désaccord comme une occasion d'envisager les choses du point de vue de l'autre, du point de vue de la perception et du regard de l'autre. Et ça veut dire ne pas chercher forcément à trouver la vérité définitive, mais plutôt laisser les choses travailler à l'intérieur de notre esprit, parce que c'est comme ça finalement que notre réflexion va évoluer au fil du temps. Donc j'ai envie de te dire, remets en cause tes idées philosophiques lorsque l'occasion s'en présente, mais ne remets pas en cause tes idées philosophiques constamment, parce que c'est le meilleur moyen de perdre tous tes repères. Question suivante. Pourquoi se dépasser quand on peut se contenter de ce que l'on a? Alors, oui, on peut voir les choses comme ça. Se dépasser n'est pas une obligation, ce n'est pas un impératif existentiel, mais on peut considérer que se dépasser, c'est aussi le moyen de devenir la meilleure version de soi-même, et que l'un des buts de notre existence consiste précisément à s'améliorer, c'est-à-dire à accomplir son essence. Question suivante.
Selon vous, notre monde actuel possède-t-il des Kant, Heidegger, Mozart, Balzac, etc. Alors la question qui est posée ici, c'est de savoir si il existe aujourd'hui de grands philosophes ou de grands artistes tels qu'on a pu en connaître jusqu'au 19e siècle. Je pense que la réponse est oui, même si le problème c'est toujours celui du recul. Le recul par rapport à une production philosophique ou par rapport à une production artistique, c'est quelque chose qui nécessite du temps, des années, des décennies. Et très souvent, un grand philosophe ou un grand écrivain ne sera reconnu comme tel que par la postérité, c'est-à-dire que plusieurs décennies plus tard. La question qui se pose à mon avis, c'est plutôt de savoir quels sont les moyens contemporains pour un artiste ou pour un intellectuel d'émerger, c'est-à-dire de se faire connaître du grand public. C'est toujours la question que se pose un artiste aujourd'hui, c'est de savoir s'il va réussir à rencontrer son public. Et pour rencontrer son public, eh bien, il faut avoir des moyens matériels d'accéder à la visibilité. C'était un peu le sens de ma réponse à Monté de la chaîne Linguisticae dans l'épisode que j'ai consacré à la notion de mérite, en disant que le mérite n'était pas simplement une affaire de talent, ce n'était pas simplement une affaire d'intelligence, c'est aussi mettre en œuvre les moyens d'accéder à la visibilité. Et ces moyens-là sont parfois totalement indépendants du talent lui-même. Un grand intellectuel, un grand philosophe, un grand artiste ne sera jamais reconnu au sens littéral. On ne le reconnaîtra jamais, puisqu'il n'aura pas accédé à la célébrité, s'il ne met pas en place des moyens de se faire connaître. Ça peut paraître une évidence, ça peut paraître une banalité, mais c'est une banalité qui mérite d'être rappelée, parce qu'on a souvent tendance aujourd'hui à considérer que pour accéder à la reconnaissance, il suffirait d'avoir du talent, il suffirait d'être quelqu'un qui a des compétences hors du commun, alors que non, le talent n'est qu'un des nombreux paramètres, n'est qu'une des nombreuses variables qui entrent en compte dans l'accès à la reconnaissance. Question suivante. Tu conseilles des exercices pour s'entraîner à articuler sa pensée. Alors le meilleur exercice que je peux recommander pour articuler sa pensée, c'est de la poser sur papier sous forme de plan. Pas de la rédiger, mais simplement de faire un plan pour s'habituer à structurer ses idées. Et une fois que notre pensée est structurée, une fois qu'elle est organisée en étapes, il devient beaucoup plus facile non seulement de la restituer, c'est-à-dire de l'exposer aux autres, mais aussi de la perfectionner, de l'améliorer en permanence. Et c'est pour ça que je dis souvent que la pensée, c'est une forme d'architecture, parce que les idées s'agencent, se combinent, elles se soutiennent les unes les autres, et le fait de les poser sur papier sous une forme très synthétique, sous une forme très ramassée, c'est ça qui va te permettre ensuite de mieux maîtriser cette pensée et de pouvoir la compléter, de pouvoir la prolonger. Et donc c'est ça finalement qui va te permettre de mieux penser, parce que la pensée se développe d'autant mieux qu'elle est structurée. Question suivante. Comment trouves-tu le temps de travailler ton corps et ton esprit tout en sachant que la plupart des gens disent que cela n'est pas possible? Bien, ma réponse, elle tient dans un seul mot que j'ai prononcé plusieurs fois dans ma réponse précédente, c'est l'organisation. Oui, plusieurs personnes pensent que ce n'est pas possible de à la fois faire du sport, lire, écrire, sortir avec ses amis. Je considère pour ma part que lorsqu'on a une bonne organisation, c'est-à-dire tout simplement lorsqu'on considère que le temps est précieux et qu'on ne le dépense pas pour des choses inutiles, il est possible de faire beaucoup de choses. Alors on ne peut pas tout faire, une seule vie ne suffit pas pour avoir plusieurs vies, mais par contre il est possible d'optimiser son temps, de ne pas le laisser s'échapper, et le meilleur moyen pour ça, c'est d'organiser son emploi du temps, son usage du temps, et surtout de s'y tenir. C'est-à-dire de se donner une discipline au quotidien, de se donner de bonnes habitudes, des habitudes qui font que ce rythme qu'on va se donner, ce rythme organisé, ne sera plus du tout perçu comme une contrainte, mais au contraire sera perçu comme quelque chose qui va de soi et qui nous donne envie de maintenir cette organisation. Question suivante. Que pensez-vous des sports de combat comme la boxe? La boxe, c'est la vie. La boxe, c'est le sport par excellence, c'est le noble art, le sport qui nous confronte à l'autre, le sport qui nous confronte à nous-mêmes, qui joue à la fois sur la dimension physique et sur la dimension mentale. La boxe est un sport que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, donc forcément je ne suis pas objectif dans ma réponse, mais je considère, et j'ai souvent eu l'occasion de le dire, que le travail du corps, que l'activité du corps n'est non seulement pas incompatible avec l'activité de l'esprit, n'est pas incompatible avec la philosophie, mais qu'au contraire, elle la complète, parce que la vie du corps influence, voire détermine la vie de l'esprit, et l'idée qu'il faudrait opposer
la vie de l'esprit et la vie du corps me semble non seulement une idée fausse, mais ça me semble surtout une idée qui est là pour justifier l'absence d'activité du corps pour des personnes qui ne sont pas à l'aise dans ce domaine-là. On est encore héritier de ce dualisme mal digéré entre le corps et l'esprit, un dualisme qui nous fait croire que si on est dans le monde des idées, on n'est pas dans le monde du corps, et si on est dans le monde du corps, on n'est pas dans le monde des idées. Je pense que c'est une idée qui dissimule un mépris du corps, je pense que c'est une idée qui dissimule une inaptitude à l'activité physique, et que c'est toujours plus pratique, que c'est toujours plus facile de mépriser l'activité physique plutôt que de la pratiquer. Question suivante. Combien de glaçons dans ton pastis ? 2. Est-il nécessaire de faire le deuil de l'obligation pour être libre ? Alors, j'aime beaucoup la formulation de ta question. Je trouve que c'est une belle manière de le dire. En fait, il faut distinguer 2 temps dans la réflexion. La liberté, dans son sens le plus courant, dans son sens littéral, c'est effectivement le fait de ne pas être contraint, le fait de ne pas être forcé ou obligé. Donc de ce point de vue-là, il est vrai que faire le deuil de l'obligation, c'est une belle manière de définir la liberté. Vous remarquerez souvent d'ailleurs que ce qui nous empêche d'être libres, c'est moins ce que le monde nous empêche de faire que ce que l'on s'empêche soi-même de faire, parce qu'on a des croyances auto-limitantes, parce qu'on a un surmoi, c'est-à-dire une sorte de gendarme intérieur qui nous surveille, qui nous sanctionne, qui nous punit si on ne fait pas ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est l'origine de la culpabilité. La culpabilité, c'est le fait de se punir, donc de s'infliger soi-même une souffrance, un châtiment, parce qu'on estime qu'on n'a pas rempli nos obligations. Et vous remarquerez que très souvent, on ne se pose même pas la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il se produirait si je cessais d'obéir à telle ou telle obligation, alors que la réponse, c'est il ne se produirait rien. Très souvent, ne pas obéir à des obligations réelles ou des obligations supposées, c'est-à-dire des obligations mentales, mais en réalité, ça n'a strictement aucun impact dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que on est souvent prisonnier de la perception qu'on a de l'obligation davantage que des conséquences réelles de l'obligation. Et c'est ça qui fait que parfois, on ne va pas s'autoriser à faire des choses, on va s'interdire de faire des choses, parce qu'on associe ça dans notre esprit à quelque chose de mal, c'est-à-dire dans les faits, à quelque chose de culpabilisant. Donc être capable de faire le deuil de ses propres obligations peut être un excellent moyen, en effet, d'accéder à la liberté. Maintenant, le deuxième temps de la réponse, c'est de dire que la liberté, ce n'est pas seulement l'absence de contraintes, puisque de toute façon, en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant qu'être physique, nous sommes soumis à des lois, nous sommes soumis à des contraintes, et donc il n'est pas question de dire que l'on pourrait échapper à toute forme de contrainte. L'idée, c'est de dire que la liberté peut résider dans le choix de ces contraintes, c'est-à-dire dans le fait de se donner des objectifs, dans le fait de se donner des projets, et que réaliser ces objectifs et ces projets, ça suppose une discipline, ça suppose des contraintes, mais ces contraintes, on peut y obéir librement, on peut même s'y soumettre librement. Et c'est un exemple que j'avais donné en parlant du sportif qui obéit à son coach. Un sportif qui obéit à son coach n'obéit pas à son coach, il obéit au savoir de son coach. Autrement dit, il se soumet librement à un enseignement qu'il sait être bénéfique pour lui parce qu'il correspond aux moyens d'atteindre ses objectifs. On trouverait ça complètement absurde de dire qu'un sportif qui obéit à son entraîneur n'est pas libre. La réalité, c'est que le sportif qui veut atteindre un objectif va mettre en place des moyens d'accéder à cet objectif et que pour y accéder, il est obligé de se soumettre à un certain nombre de contraintes. Donc c'est comme ça pour ma part que j'appréhende la notion de liberté, non pas l'absence de contraintes, non pas la désobéissance à toute forme de contrainte, mais le choix de ces contraintes dans le but d'atteindre un objectif. Question suivante. Plutôt Camus ou Sartre ? Camus. Comment fais-tu pour qu'aucun événement externe n'affecte ton bien-être ? Alors Stéphanie, je ne sais pas à quelle occasion j'ai pu dire ou même laisser penser que je n'étais pas affecté par les événements externes, tout simplement parce que ce n'est pas le cas. Je suis un être humain comme les autres et donc je suis bien entendu affecté par certains événements externes. La question serait plutôt de savoir comment je fais pour que la manière dont je suis affecté par les événements externes ne m'empêche pas de vivre. Et ça, c'est quelque chose de très différent parce qu'en réalité, on peut accepter d'être affecté par les événements, on peut accepter l'émotion, mais ça ne veut pas dire que l'on se place sous le contrôle de notre émotion.
Ça ne veut pas dire que l'on devient l'esclave de nos émotions. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter, d'être l'esclave de mes émotions, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui relève du choix, ce n'est pas quelque chose qui relève du décret, on ne décide pas de ne pas être affecté par ses émotions, on l'est ou on ne l'est pas, et généralement, c'est plutôt notre expérience de vie, c'est plutôt l'endurance acquise grâce à l'expérience de la vie qui fait qu'on va être plus ou moins sous l'emprise de ses émotions. Et la meilleure illustration de ce phénomène, c'est que lorsque vous étiez enfant ou lorsque vous étiez adolescent, vous étiez affecté par des choses qui ne vous affecteraient plus aujourd'hui. Lorsqu'on est adolescent, une déception amoureuse, c'est la fin du monde. Une dispute avec un ami, c'est la fin du monde. Mais lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on a expérimenté les déceptions amoureuses, les disputes avec les amis, les erreurs et les échecs, finalement on a une tendance naturelle à relativiser les choses, c'est-à-dire à davantage les accepter, à ne pas les dramatiser, à ne pas en faire de mélodrames, parce qu'on sait qu'on y survivra, parce qu'on sait que notre vie ne s'arrête pas là, parce qu'on sait qu'on en verra d'autres, et parce qu'on sait que si on devait s'arrêter à ça et se laisser atteindre par tous les désagréments qui constituent notre existence, bien finalement, on se condamnerait soi-même au malheur. Question suivante. Y a-t-il des philosophes avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord? Oui, il y a des philosophes avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Il y a même des philosophes dont j'ai parlé sur ma chaîne avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Mais en réalité, dans ce pas du tout d'accord, il y a une petite exagération. Parce qu'en réalité, dire qu'on n'est pas du tout d'accord, c'est une caricature. On n'est jamais pas du tout d'accord. On est toujours plus ou moins pas d'accord. Donc là encore, c'est quelque chose de relatif. Il y a des philosophes avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, dont j'ai parlé sur ma chaîne, précisément parce que je trouve intéressant l'exercice qui consiste à se glisser dans la conscience de l'autre pour tenter de comprendre comment il perçoit le monde, pour tenter de comprendre quelles sont les raisons qu'il a de penser ce qu'il pense, et qu'à un certain niveau, la quête de la vérité, elle passe nécessairement par cet exercice de transfert de conscience, de transfert de perception, qui consiste à se demander à travers quelle grille de lecture l'autre voit-il le monde. Et personnellement, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que si je ne devais parler que de choses avec lesquelles je suis d'accord, j'aurais l'impression de marcher sur un tapis roulant. J'aurais l'impression d'être un hamster qui se donne l'illusion d'avancer alors qu'il tourne en rond. Donc il y a des philosophes dont j'ai parlé sur ma chaîne avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, et d'ailleurs je vous mets au défi de trouver les noms des philosophes avec lesquels je ne suis pas d'accord et dont j'ai parlé, pour voir si c'est quelque chose de perceptible, pour voir si, malgré moi, mon désaccord avec ces philosophes transparaît. Ce sera un exercice intéressant, donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Avec quel philosophe est-ce que je ne suis pas du tout d'accord? Question suivante. J'ai remarqué que tu parles beaucoup de physique et de science. Ça t'intéresse aussi? Alors, c'est intéressant parce que je n'ai pas l'impression de parler énormément de science sur ma chaîne, mais c'est quelque chose qui doit transparaître malgré moi, parce qu'il est vrai que j'ai beaucoup d'intérêt pour les questions scientifiques, pour les questions liées à la physique, à la biologie, ou même à l'astronomie, parce que je n'aime pas du tout que l'on parle d'un domaine sur lequel on n'est pas compétent, en affichant des prétentions, en affichant des qualifications que l'on n'a pas, et je me garderai bien de donner mon avis sur des questions scientifiques sur lesquelles je n'ai travaillé que de manière superficielle, ou sur lesquelles mes connaissances sont en réalité des intuitions. Question suivante. Votre profession est-elle un moyen comme un autre de vivre de la philo, ou bien une véritable passion? Alors, mon cher Ludo, je ne sais pas quelle profession tu exerces, mais lorsqu'on est professeur, professeur de philosophie en l'occurrence, ça me semble extrêmement compliqué d'en faire son métier sans que ça ne soit d'une manière ou d'une autre une passion. Et a fortiori lorsqu'on choisit de faire de l'enseignement une activité sur YouTube, une activité publique sur Internet, je suis mon propre patron, et donc si je n'ai pas cette flamme de la passion, si je n'ai pas ce réservoir de motivation interne qu'est ma passion pour la philosophie, eh bien je pense que j'aurais raccroché les gants depuis longtemps. Donc une manière comme une autre de vivre de la philo, ça me paraît être une perception un petit peu étrange des choses, une perception en tout cas qui n'est pas la mienne. Question suivante. Selon toi, quels seront les nouveaux thèmes de philosophie à l'avenir? Je dirais la question du transhumanisme, la question de l'intelligence artificielle, la question de l'homme augmenté, c'est-à-dire de toutes les avancées technologiques
qui vont produire des modifications de ce que nos aïeux auraient appelé l'essence de l'homme. On dit souvent que l'essence de l'homme, ce sont ses capacités spirituelles. C'est la vie spirituelle qui fait que l'homme est un animal un peu à part. Philosophiquement parlant, le transhumanisme, ça nous pose une question, qui est de savoir, est-ce qu'il est dans la nature de l'homme de dépasser le stade de l'homme? Est-ce que le fait de dépasser nos capacités innées, nos capacités naturelles, est-ce que ça fait partie de notre essence? Certains répondront que oui, que depuis l'émergence de l'humanité, l'homme n'a cessé de s'auto-dépasser, l'homme n'a cessé de transcender ses propres limites, et donc ils diront que finalement, le projet transhumaniste n'est rien d'autre que le prolongement, n'est rien d'autre que le développement de cette ambition originelle de l'être humain qui est de dépasser en permanence sa propre nature. Tandis que d'autres vont considérer que le transhumanisme, en tant que projet de modification de notre substance physique, c'est quelque chose qui sort totalement de ce qu'on avait vu par le passé, c'est quelque chose qui excède en nature toutes les évolutions que l'être humain a connues depuis la préhistoire. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est dans l'essence de l'homme de transcender constamment ses propres limites. En revanche, je considère qu'il y a dans le projet transhumaniste d'augmentation technologique des capacités humaines quelque chose qui va soulever des problématiques d'ordre éthique, quelque chose qui peut même s'accompagner de certaines dérives éthiques et politiques, et je prends vraiment mes distances par rapport à un certain enthousiasme transhumaniste qui existe de nos jours et qui me semble parfaitement aveugle aux conséquences et aux implications éthiques d'un tel projet. Question suivante. Quelles sont les limites de la philosophie? La philosophie ne pourra pas faire en sorte que vous ayez de la volonté pour concrétiser ce que vous croyez être vrai. La philosophie agit sur la pensée, mais elle n'agit pas sur la volonté qui anime une pensée. Et c'est là où, à mon avis, réside un grand malentendu, qui est de confondre la pensée et la volonté qui anime la pensée. Une pensée qui n'est pas animée par une volonté est une pensée stérile. Et c'est pas grave d'avoir des pensées stériles parce qu'après tout, on n'a pas signé un contrat de productivité en venant au monde. Mais ce que je veux dire, c'est que la pensée qui n'est pas accompagnée des moyens de concrétiser cette pensée, elle ne produit rien. Et quelqu'un qui a une pensée pauvre, mais qui va la concrétiser, aura toujours plus d'influence dans le monde que quelqu'un qui a de grandes idées, mais qui ne va pas les concrétiser. Donc les limites de la philosophie, selon moi, elles sont là. La philosophie nous aide à penser, mais elle ne nous aide pas à concrétiser notre pensée. Question suivante. Pensez-vous que vos vidéos suffisent à comprendre les pensées des philosophes dont vous avez déjà traité dans vos vidéos? Non. Mes épisodes ne remplacent pas la lecture des œuvres des philosophes dont je parle. Mes épisodes sont des introductions, sont des initiations, j'oserais dire, des invitations à découvrir la pensée de l'auteur, et la pensée de l'auteur, elle se découvre à travers ses œuvres. Tu n'as pas l'impression de trop vulgariser l'ensemble des sujets que tu abordes? Est-ce que YouTube est le meilleur format pour la philosophie? Alors YouTube est évidemment un format limité pour parler de philosophie. Cela étant, je n'ai vraiment pas l'impression de trop vulgariser. Si j'en crois la plupart des commentaires, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Il y a certains de mes épisodes sur lesquels faut s'accrocher. L'idée qui revient, c'est que certains de mes épisodes doivent être réécoutés plusieurs fois. J'ai même certains auditeurs qui me disent qu'ils prennent des notes, justement parce que le contenu est assez dense, est assez riche. Et trouver que mes épisodes sont trop vulgarisés, c'est peut-être avoir une vision un peu biaisée de ce que c'est que la vulgarisation. C'est peut-être confondre la vulgarisation et l'enseignement universitaire. Et d'ailleurs, si tu écoutes bien mes épisodes, tu verras que je ne suis pas avare en mots techniques, en jargon technique, mais simplement j'essaye d'illustrer ces mots techniques par des exemples et j'essaye de proposer un fil conducteur de la pensée qui fait qu'on ne se sent pas perdu. Et si tu me dis que tu as l'impression que mes épisodes sont trop vulgarisés, bien finalement, c'est peut-être un compliment que tu es en train de me faire parce que ça signifie que tu arrives à comprendre tout ce que je dis et quand ça paraît simple, ça veut dire que c'est bien fait. Un travail bien fait, c'est un travail dans lequel on ne voit pas les traces du travail. Lorsque tu vois les traces de peinture au rouleau
lorsque tu visites un appartement, ça signifie que le peintre a mal fait son travail parce qu'il a laissé des traces de son travail. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai vraiment pas l'impression de trop vulgariser les sujets dont je parle sur ma chaîne. J'ai plutôt l'impression, et même si ça peut paraître très immodeste, que ma chaîne fait partie des chaînes qui ne confondent pas vulgarisation et simplification à outrance. J'ai vraiment l'impression de ne pas sacrifier l'exigence de rigueur, de précision et de profondeur sur l'autel de la transmission. Question suivante. Quel est le livre que tu aurais voulu écrire ? J'aurais voulu écrire La phénoménologie de l'esprit de Hegel. Es-tu vraiment mon père comme certains le prétendent ? Alors le philosophe, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Par contre, tu me feras le plaisir de ranger ta chambre immédiatement. Quelles sont ta pâtisserie et plats préférés ? Alors, ma pâtisserie préférée, ce sont les profiteroles. Et mon plat préféré, c'est le lapin à la moutarde. Est-ce que tu parles autre langue ? Je suis brésilienne et suis en train d'apprendre le français avec tes vidéos et j'aime beaucoup bien. Non parlo molte lingue straniere, ma sto imparando l'italiano. Bonjour, quelle valeur places-tu au-dessus des autres ? Le courage. Quel est le philosophe dont tu as éprouvé le plus de difficultés à comprendre les thèses ? C'est difficile parce que il y a des auteurs qui sont difficiles à lire et à comprendre lors d'une première lecture, et finalement, à force de persévérance, à force de se plonger dans les textes, on finit par comprendre ce qu'ils ont voulu dire et on se rend compte que l'idée en elle-même n'était pas extrêmement compliquée. C'est plutôt la forme qu'utilise l'auteur qui était compliquée. Par contre, il y a des auteurs qui sont faussement simples. Des auteurs qui, lorsqu'on les lit, nous donnent l'impression qu'on a tout compris du premier coup, alors qu'en fait, quand on replonge dans les textes plusieurs années plus tard, bien à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'avait pas vraiment tout saisi, ou en tout cas qu'on n'avait pas compris toutes les couches de signification. Platon est un bon exemple de philosophe qui semble facile à comprendre, de même que Descartes est un exemple de philosophe qui semble facile à comprendre, et qui sont en réalité beaucoup plus profonds et beaucoup plus subtils qu'une première lecture ne pourrait le laisser penser. En revanche, il y a des auteurs comme Spinoza, comme Kant ou comme Hegel, dont la lecture refroidit, dont la lecture impressionne, dont même parfois la lecture décourage, parce qu'ils s'expriment dans un jargon extrêmement compliqué. Kant et Hegel sont vraiment les spécialistes de la pensée formellement compliquée, mais lorsqu'on arrive à aller outre cette barrière linguistique et cette barrière syntaxique, on s'aperçoit finalement que les idées qui sont développées sont relativement intuitives. Et donc à ce moment-là, on s'aperçoit que la difficulté tient moins à la complexité des concepts qu'à la complexité de la langue qui est utilisée pour traduire ces concepts. Salut Charles, j'aimerais savoir si tu nous as déjà menti dans les anciennes FAQ. Alors menti, non. Je n'ai pas le souvenir d'avoir menti lors de mes précédentes FAQ. En revanche, ce qui est possible, c'est que sur certains sujets, je me sois trompé. Ce qui est également possible, c'est que mon opinion ait évolué. Et là, j'ai un souvenir qui me revient où j'avais dit, à propos d'une question qu'on m'avait posée sur Monsieur Phi et le travail de Monsieur Phi, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais répondu que si Monsieur Phi me proposait de faire une collaboration avec lui, j'accepterais avec plaisir, parce que j'appréciais beaucoup son travail. C'est vrai que j'apprécie beaucoup le travail de Monsieur Phi, mais entre-temps, mon opinion a évolué sur l'opportunité d'une collaboration entre lui et moi, tout simplement parce que je pense que nos approches sont non seulement très différentes, mais peut-être même incompatibles. J'ai peut-être été un peu complaisant dans ma réponse, parce que j'estime que toute personne qui produit un travail de transmission culturelle sur Internet fait quelque chose de positif pour le groupe et pour l'humanité. Avec le recul, je me dis aujourd'hui qu'il est déjà fort peu probable que cette collaboration ait lieu compte tenu vraiment de l'écart et de la divergence de nos approches de la philosophie. J'ai parfois l'impression que dans la manière de transmettre des connaissances philosophiques, Monsieur Phi inclut un certain nombre de croyances personnelles, un certain nombre de biais cognitifs, et donc pour ces raisons, je pense qu'il y a peu de chances qu'une collaboration puisse avoir lieu entre Monsieur Phi et moi. Et enfin la dernière question. Salut Charles, as-tu des questions à poser à ta communauté ? Alors, je n'ai pas de questions à poser à ma communauté. En revanche, j'ai un message à faire passer à ma communauté. Le message est le suivant. Si aujourd'hui,
vous appréciez le contenu que je propose sur ma chaîne. Si aujourd'hui, vous êtes content quand vous recevez une notification qui vous avertit que je viens de sortir un nouvel épisode. J'ai envie de vous dire, profitez-en bien. Profitez-en bien parce que ça ne va pas durer éternellement. Pourquoi je dis ça ? Parce que, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on apprécie à un moment donné, on finit par le déprécier. Tout ce qui nous procure de la joie, du plaisir, de la satisfaction, on finit par s'y habituer. Et au bout d'un certain temps d'habitude, on finit par percevoir et par être sensible à ce qui ne nous plaît pas. Lorsqu'on aime quelque chose, arrive toujours un moment où on finit par désaimer. Désaimer ne veut pas dire détester, ça ne veut pas dire haïr, ça veut simplement dire qu'on passe à autre chose. Ça veut simplement dire qu'on a fait le tour et c'est normal. C'est tout à fait normal à un moment donné de moins aimer quelque chose qui nous a procuré beaucoup de plaisir ou beaucoup d'enthousiasme. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque viendra le jour où vous n'éprouverez plus en écoutant mes épisodes le plaisir que vous éprouviez au début, n'hésitez pas à faire une pause, n'hésitez pas à arrêter de m'écouter, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Je ne suis pas là pour recevoir des compliments, même si les compliments font toujours plaisir, ne soyons pas hypocrites, mais je suis là, comme on l'est tous, pour accompagner un moment de votre vie. Toutes les personnes que vous avez côtoyées dans votre vie vous ont accompagné pendant un moment de votre vie. Certaines de ces personnes vous ont aidé à franchir une étape. Certaines de ces personnes vous ont aidé à prendre conscience de quelque chose qui vous aura aidé à avancer. Mais, à moins que vous ne juriez fidélité à la personne avec laquelle vous vous engagez, vous n'avez aucun devoir de continuer à aimer quelque chose qui ne vous plaît plus. Donc le jour où vous en aurez marre de moi, le jour où vous en aurez marre de m'écouter disserter pendant 45 minutes sur un auteur, eh bien ce jour-là, arrêtez de m'écouter. Arrêtez de m'écouter et allez vers de nouveaux plaisirs. J'ai dit tout à l'heure en souriant que si je m'étais lancé dans la vulgarisation de la philosophie sur YouTube, c'était pour rembourser mes péchés. Il y a un fond de vérité dans cette réponse qui est que tout ce qu'on fait, on le fait avant tout pour soi. Et si on fait les choses pour soi, on ne doit pas hésiter à arrêter de faire ce qu'on n'aime plus et à aller découvrir, à aller explorer de nouvelles choses qui seront nos amours de demain. Aujourd'hui, ma chaîne a atteint 400 000 abonnés. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je réalise des vidéos de philosophie. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui me suivent et qui m'écoutent depuis le début, y compris même depuis mon ancienne chaîne. Et je sais aussi que parmi les personnes qui m'écoutaient depuis le début, il y en a qui à un moment donné sont parties. Parce qu'elles ne trouvaient plus dans mon contenu ce qui les faisait vibrer au début. Ces personnes ont eu raison, comme ont raison toutes les personnes qui considèrent qu'évoluer, c'est aller vers l'ailleurs. Mon but, à travers ma chaîne, c'est de poser ma pierre à cet édifice qu'est le monde. Vous avez tous votre pierre à poser. Posez votre pierre à l'édifice et ne vous retournez pas.